Bon, on va parler de Bécassine. Alors, qui a lu Bécassine? Qui a lu les albums de Bécassine? Bon. Ben, pas nécessairement tous, moi oui. Alors moi c'était drôle parce que du côté de ma mère on lisait Bécassine et du côté de ma grand-mère on jetait Bécassine à la poubelle. Voilà. Donc on prenait les albums de Bécassine et ils finissaient dans le bourrier. Voilà. Et quand donc moi j'ai lu Bécassine étant petite, et puis donc ma grand-mère me l'interdisait. Et puis quand j'ai grandi, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de le relire. Et je l'ai relu, je m'en suis même servi dans des cours avec mes étudiants, à qui j'ai parlé parfois de Bécassine. Et puis j'ai regardé Bécassine avec un regard, disons, un peu moins de rejet que ce que j'avais eu à un moment donné. Mais Bécassine a été instrumentalisée. Hein. Elle est prise comme un élément de critique sociale, comme un élément de... Il y a de la critique sociale, mais il y a aussi du nationalisme, alors sous couvert de patriotisme, etc. Mais voilà. Alors, on va commencer par le commencement. Bécassine, elle est née en 1905. Et quand elle est née en 1905, elle ne s'appelait pas du tout Bécassine, elle n'avait pas de nom. Et elle était picarde. Elle était picarde et elle avait d'ailleurs une coiffe qui n'est pas tout à fait la coiffe qu'on va lui mettre après, qui va être adaptée, qui est une coiffe picarde. Et elle est née d'un petit problème. Il y a un magazine qui se crée en 1905 qui s'appelle La Semaine de Suzette. Et cette Semaine de Suzette, je pense que certains parmi vous en ont entendu parler. Et c'est un journal de petites filles qui a duré, accrochez-vous, jusqu'en 1960. Ah. Et Bécassine a duré dans le journal, la Semaine de Suzette, jusqu'en 1951. Donc vous voyez, on a un long moment de l'histoire de Bécassine. Et alors l'histoire de Bécassine commence par un trou. La Semaine de Suzette venait d'être créée et celle qui en était la responsable, qui était une femme, qui s'appelle Jacqueline Rivière, qui a été la première écrivaine de bande dessinée, cette Jacqueline Rivière avait oublié une page. Il y avait une page vide. Et donc, elle s'est dit, on ne peut pas laisser dans le premier numéro une page vide, ça ne faisait pas bien. D'autant plus que ce premier numéro n'était pas vendu, mais était publié à 100 000 exemplaires. 100 000, c'est énorme en 1905. 100 000 exemplaires et gratuit, entièrement gratuit. Le but, c'était que les gens adhèrent à ce numéro et s'inscrivent et puis s'abonner pour avoir les autres numéros. Donc, elle se dit, il faut meubler. Et donc, là, elle fait un petit scénario de sa bonne picarde qui avait fait une grosse bêtise la veille. C'était une famille très aisée et il recevait des généraux. Et les généraux portaient à l'époque le rouge Garance. Donc, ils avaient des pantalons rouge pétard. Hein. Et cette Jacqueline Rivière avait demandé à sa bonne picarde de bien vouloir mettre des homards aussi rouges, une fois cuits, que les pantalons des généraux, dans la cuisine. Donc, à la voix arriver, les généraux lui avaient dit « Tout ce qui est rouge va à la cuisine ». Eh bien, elle a mis les généraux dans la cuisine. Et les généraux, ils ont attendu qu'on les ramène dans le salon. Et entre parenthèses, elle n'avait pas compris du tout ce qu'étaient des homards. Elle les a donc servis, pas préparés, avec... elle n'avait pas compris ce qu'on allait manger dans le homard, à part la coque. Et donc, elle écrit ce petit scénario sur sa bonne, et elle appelle un des dessinateurs de la Semaine de Suzette, qui s'appelle Porphyre, ça ne s'invente pas, Pinchon,
Et elle lui dit, vous ne pouvez pas faire le dessin. Alors Pinchon, Joseph Porphyre Pinchon, on a des prénoms fabuleux, va faire le dessin. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire, elle n'avait pas de nom, elle était picarde, et elle représentait, au final, toute la façon dont la bonne bourgeoisie et les élites parisiennes considéraient les paysans. C'était des ploucs, des pecnos, voilà. Donc, elle était ridicule. Et puis, il se trouve que les gens vont adhérer, dès le premier numéro, à cette espèce de bonne, un peu lourde, un peu gauche, mais gentille, naïve, nunuche, lourdingue, enfin, pas séduisante, hein, mais les gens vont adhérer. Et donc, on va continuer. Sauf qu'il faut petit à petit montrer d'où elle vient, cette bonne. Donc, pendant 5 ans, elle n'a toujours pas de nom. Pendant 5 ans, de 1905 à 1910, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, voilà. Mais elle devient bretonne. Et alors, elle devient bretonne. Pourquoi? Donc, on lui met un vrai costume breton. On prend la coiffe de Douarnenez. Hein, sauf que la coiffe de Douarnenez, c'est la coiffe des sardinières. Et les ailes sont relativement petites. Et là, on lui met des grosses ailes, voilà, qui sont bien lourdes. Comme ça, elle n'entend rien. Vous savez, c'était le secret du bonheur. Je dis rien, je vois rien, je dis rien, j'entends rien. Ah. Et elle vit comme ça pendant 5 ans. Et elle devient la bonne à tout faire, comme on disait, la boniche, hein, qui voilà, est dans une famille parisienne et qui n'a pas les codes. Et puis pour pas avoir les codes, elle n'a pas les codes. Ah. Et on ne sait pas du tout quelle langue elle parle. On pense qu'elle parle breton, parce que de toute façon, elle devait parler breton puisqu'elle venait de Basse-Bretagne, donc on parlait breton à la maison. Mais visiblement, elle n'a pas été une bonne élève à l'école, parce qu'à l'école, on lui aura appris le français mieux. Là. Et puis voilà. Et cette histoire était destinée aux petites filles de la bonne bourgeoisie, plutôt huppée. Aristocratie et bourgeoisie huppée. Et y compris bretonne. La première région qui s'abonne à la semaine de Suzette pour avoir Bécassine, c'est la Bretagne. Parce que, comme on donnait ça à lire aux petites filles des élites, les gens ne se sentaient absolument pas touchés. C'était pas... D'abord, ils ne se sentaient pas bretons spécifiquement. Les seuls qui gardaient le costume en Bretagne, c'était le petit peuple. Hein. Et les gens, au final, ils ne se sentaient pas du tout concernés par l'histoire de Bécassine, puisque c'était cette petite boniche qui venait du fin fond de la campagne bretonne. Et à partir de 1910, le responsable des éditions Languereau, qui éditait La Semaine de Suzette, se dit que, alors qui était un royaliste légitimiste, qui voulait le maintien de l'ordre social et qui voulait en particulier que les campagnes et les provinces bretonnes continuent à finalement avoir leur spécificité. Et donc, il va prendre en main l'histoire de Bécassine et à partir de 1910, il décide d'en faire une héroïne complète. Une héroïne de BD. Alors, on a tout à reprocher à Bécassine, je veux bien, mais elle est la première femme héroïne de BD. C'était pas très heureux pour les femmes. Hein, mais vous verrez, elle n'est pas si bête que ça. Et elle véhicule des valeurs qui ne sont absolument pas toutes négatives. Au contraire. Alors, on va... donc, ça va être beaucoup Maurice Langros, qui se fait appeler Comrie comme dessinateur,
qui va devenir le dessinateur de Bécassine. Et ce qui est original dans la semaine de Suzette, c'est que c'est un journal pour petites filles. Alors c'est un journal catholique qui s'inscrit, il y avait déjà les journaux pour le papa et la maman. Pour la maman, il y avait la Veillée des Chaumières. Les plus âgés d'entre vous l'ont sans doute connu. La Veillée des Chaumières, c'était pour les femmes. Il y avait du tricot, il y avait de la cuisine. Ça existe toujours, la Veillée des Chaumières? Ah bah tu vois, je ne savais pas. Sauf que maintenant, on trouve très rarement. Oui, j'imagine. C'est par abonnement. Ah oui. Et puis, il y avait le journal pour le papa. Alors, le journal pour le papa s'appelait L'Ouvrier. Alors, lui, il a disparu. Et c'était comment garder l'ouvrier dans la droite ligne de la Sainte Église catholique. Voilà. Et donc, il y avait là le journal pour les petites filles, la semaine de Suzette, qui avait un symbole qui était une poupée qui s'appelait Bleuette. Et on a rajouté à Bleuette un poupon qui s'appelait Coquelicot. Voilà, donc c'était Bleuette et Coquelicot, et voilà. Et donc, c'était vraiment... Et ce que va changer Maurice Langros, c'est qu'il va faire entrer dans l'histoire de Bécassine la classe moyenne, le progrès social. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à des petites filles de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie, il va s'adresser à des petites filles des classes moyennes. Alors, pas l'ouvrier agricole, mais le petit propriétaire terrien, vous voyez, l'employé de maison, l'employé d'administration, voilà, donc des gens qui sont plus du tout je dirais, les plus bas dans l'échelle sociale, mais on introduit ça. Et ça a été une démocratisation de Bécassine. Voilà. Ah. Et donc, à partir du moment où elle va être ouverte à la fois aux classes moyennes et aux classes des élites, ben on va pouvoir lui faire des quantités absolument astronomiques de choses. Alors, il faut quand même s'arrêter sur son physique à Bécassine. Alors, on va commencer par tout ce qu'elle n'a pas. Enfin, elle n'a pas grand-chose. Hein. Elle a un parapluie. Et vous savez pourquoi elle a un parapluie? C'est pas Mary Poppins. Hein. Elle a un parapluie parce que la Bretagne, à l'époque, vous savez comment on l'appelait? Le nez enrhumé de la France. Donc, il fallait bien qu'elle ait un parapluie, parce qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Le nez enrhumé de la France. C'est resté très longtemps. Mon deuxième fils en CM2, la maîtresse lui avait dit « Ah oui, tu es originaire du nez enrhumé de la France ». Ce qu'il avait très mal pris, il m'avait expliqué que pas du tout. Enfin bon, voilà. Donc, elle a un parapluie. Ensuite, qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle n'a pas de cheveux. Dans les coiffes bretonnes, on voit les cheveux. Il y en a toujours qui sortent. Bon. Et puis, la plupart ne cachent pas la totalité des cheveux. Elle n'a pas de cheveux. Et les rares fois où elle enlève sa coiffe, je ne sais pas si vous en souvenez, elle a 3 poils et 2 petites nattes. Et les 2 petites nattes, c'est tout petit, tout frêle, tout maigrichon. Hein. Et elle cache. Donc, elle n'a pas ça. Ensuite, elle n'a pas de bouche. Elle n'a pas de bouche, donc elle ne parle pas. Et surtout, elle ne parle pas breton. À une époque où il faut bien vous dire que le breton, on croyait que c'était un dialecte. On ne parlait pas de la langue bretonne, les bretonnantes qui sont là, on ne parlait pas de la langue bretonne, c'était un dialecte, un patois. Hein. Donc pas de grammaire, pas rien du tout, enfin c'était une négation de la langue bretonne. Donc elle ne parle pas, mais elle ne réclame pas non plus. Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas discuter. Ce qui est merveilleux, c'est que parfois dans les albums, on la fait parler, mais elle n'a pas de bouche. Bon. Ensuite, il y a un problème de nez. Un petit nez, tout rond. Or, c'est la déception de sa famille. Parce qu'à l'époque, on croyait que quand on était intelligent, il fallait avoir un grand nez. Plus le nez était grand, plus on était intelligent. Et la pauvre Bécassine, elle a un tout petit rond tonton de nez, donc qui fait qu'elle est copieusement idiote, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite... qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle n'a pas de sein.
Elle n'a pas de sein, bah, elle n'aura pas d'enfant. Ah, elle a un costume qui écrase tout. Elle va être la nourrice sans enfant. Elle va avoir un rôle de nourrice. Et de la nourrice, elle a la largeur des hanches. C'est une femme qui a des hanches larges. Et après, elle a tout qui est lourd. Elle a des grandes mains, des vrais battoirs, avec des gros doigts. Elle a des grosses jambes. Elle a des gros pieds, dans des gros sabots. Hein, avec une grosse robe en grosse toile. Hein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des albums, à côté d'elle, eh ben, vous avez tous les gens qui sont fins et délicats. Hein. Le neveu de Madame de Grantaire, Monsieur Proéminence. Bon, la marquise de Grantaire, elle est un peu lourde, mais elle est âgée. Hein. Et puis, le summum de la mode, c'est Loulotte. Hein. Donc la petite orpheline qu'élève Madame de Grantaire et que va élever en réalité Bécassine, qui est à la mode fine, délicate, etc., avec de belles chaussures, etc. Et donc elle est extrêmement lourde. Et quand on est lourd, ben, on est horriblement maladroit. Donc elle est terriblement maladroite. Et elle casse tout. Elle pose et elle casse, elle pose et elle casse, elle prend des trucs et puis elle les casse. Et là, il y a une représentation de la femme chez qui elle travaille, qui est Madame de Grantaire. Et cette Madame de Grantaire est extrêmement gentille. Bécassine peut tout casser, elle lui pardonne. Hein. Elle est extrêmement bienveillante et autres. Mais vous voyez, le physique y est pour beaucoup. Et c'est le physique, l'idée que l'on a en France du physique des paysannes bretonnes. La paysanne bretonne, elle accouche le soir, elle travaille le matin. Ah, voilà. Et elle accroche son gosse à la fenêtre, assez haut pour que les loups ne le mangent pas. Ah, et il pond comme ça, le bébé. Hein. Et donc, c'est l'image qu'on avait des Bretonnes. L'image que la France a à la veille de la guerre de 14 de la Bretagne, c'est entièrement dans Bécassine. Il y a tout. C'est-à-dire, en fait, une région totalement attardée. On est plouc. Vous savez l'origine du mot plouc. Hein. Le plouc, c'est l'habitant de la paroisse bretonne. La paroisse bretonne se dit plou. Ça vient du latin pleb, hein, de la plebs. Mais donc, plou, la paroisse, et l'habitant de la paroisse, c'est le plouc. Racontez ça aux gens, ils disent plus jamais plus qu'ils ont quand vous êtes breton. Oh, je savais pas, je dirais plus. Hein. Voilà, donc ce sont des ploucs attardés, ivrognes. C'est le seul défaut que n'a pas Bécassine. Elle ne boit pas, hein, donc elle n'est pas ivre. Mais à l'époque, avec quoi soignait-on les malades en Bretagne avant la guerre de 14 ? Avec des bouteilles entières de quinquina. Et le quinquina, c'est rempli d'alcool. Alors les gens étaient moins ivres qu'après la guerre de 14 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vin rouge. Les gens se sont beaucoup... la Bretagne est devenue ivre à cause du vin rouge après les tranchées. Ah. Enfin, il y avait du cidre. Le cidre, c'était pas, ils en buvaient des quantités astronomiques. Et donc, c'était vraiment une image de pays arriéré. Et alors, pourquoi c'est arriéré, la Bretagne, à l'époque ? Pour une raison géographique. La première, c'est loin. Et plus ça va jusqu'à Rennes, alors après Rennes, c'est fini. Après Rennes, vous saviez, vous rentrez, le cœur de la Bretagne, c'est l'Oudéac. Ah. Et au-delà de l'Oudéac, vous êtes en Basse-Bretagne. D'abord, vous parlez breton. Ça commence à pas aller très bien. Ah. Et surtout, à part sur la côte, l'intérieur, on l'appelle dans ces années-là la Sibérie bretonne, tellement il fait froid pendant l'hiver. Ce sont des périodes pendant lesquelles il va y avoir du froid, de la neige, du gel, avec énormément de difficultés pour traverser la région. Enfin, c'est une zone complètement enclavée. Et quand vous êtes au-delà de cette zone enclavée, vous êtes en Basse-Bretagne. Alors évidemment, il y a des ports, etc. Mais dans la réalité des choses, la Bretagne n'est pas développée.
Et puis, elle n'est pas développée pour une autre raison. Elle s'est développée industriellement très tôt, la Bretagne, avec les toiles de lin. Les toiles de lin au XVIIe siècle, vous alliez dans n'importe quel port d'Europe, c'était des toiles de lin de Bretagne. Là. Et puis, elle avait donc énormément de tisserands. Elle produisait donc du lin, du chanvre, essentiellement donc dans le centre Bretagne, mais parfois jusqu'à la côte. Et puis, en dehors du chanvre et du lin, donc elle avait les tisserands. Et puis, il y a en Bretagne des mines qui sont des mines de fer. Il y en a dans le centre Bretagne, du côté d'Hennebon, Sainte-Brigitte, tout ce coin-là, c'est rempli de ces mines. Et il y avait donc une petite sidérurgie locale qui a été extrêmement développée à partir des 16e, 17e. Et là, la Bretagne roulait sur l'or. Ah. Mais les Bretons, qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'or? Ben, ils en ont fait des choses très belles. Mais ils n'ont pas développé leur économie. Ils ont développé les enclos paroissiaux, les sculptures, la beauté des églises, qui étaient dans les rivalités entre paroisses. Mais c'est très bien, c'est très beau. Hein. Allez vous promener dans tout ce coin du Léon, là, qui est absolument extraordinaire. Mais pendant ce temps, les autres pays, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accumulaient et ils développaient leur économie. Donc, quand l'industrialisation arrive au 19e, l'économie bretonne s'écroule. Et en plus, il y a le syndrome de la chouannerie. Les Bretons, qui ont quand même été à l'origine de la Révolution française, sont ensuite devenus contre-révolutionnaires. Et là, quand la Révolution a été finie, chouannerie, on les a laissés tranquilles, loin, et on ne les a pas développés. Parce que de quoi avaient peur les autorités politiques, y compris la République, c'était le réveil de la chouannerie, c'est-à-dire le réveil d'une contre-révolution. Et donc les républicains étaient morts de terreur. Donc du coup, la Bretagne, on s'en est absolument pas occupé. Et elle ne s'est véritablement ouverte politiquement que grâce à l'Église catholique, grâce à des prêtres qu'on appelait, qui étaient un peu les ancêtres des prêtres ouvriers, qui étaient les abbés démocrates et qui ont, je dirais, fait s'entendre l'Église d'un côté et la politique, la République de l'autre. Donc toutes ces raisons font que jusqu'en 1905, 1910, la Bretagne, c'est loin. Et alors là, vous avez en plus un mythe qui se fait. La Bretagne pure, romantique, dans son jus. C'est l'origine de l'école de Pont-Aven. Des premiers peintres américains qui vont à Pont-Aven, ensuite Gauguin, etc. Mais c'est l'idée d'une Bretagne pure, dans laquelle on va créer un sentiment de romantisme. Alors que dans la réalité des choses, les gens qui vivent là, à la veille de la guerre de 14, ce n'est pas romantique du tout. C'est une région très catholique, très fermée. On n'épouse pas la fille du patelin d'à côté. Et en même temps, il faut avoir des enfants. Dans une France, la France, à la veille de la guerre de 14, elle n'a plus d'enfants. Elle est malthusienne, elle ne fait plus d'enfants, rien. Sauf en Bretagne et en Vendée. C'est les deux seuls lieux. Mais quand on dit des enfants, 8, 9, 10, 12 enfants. Et ces enfants, il y en a plein qui meurent mort-nés, qui meurent de ce qu'on appelle la mortalité infantile avant l'âge de 1 an, ou la mortalité juvénile avant l'âge de 5 ans. Et en particulier les petits garçons, parce qu'à la naissance, il y a plus de petits garçons que de petites filles, mais les petits garçons étant moins résistants meurent plus. Voilà, et les filles étant plus résistantes résistent mieux. Et donc, cette Bretagne, c'est ça, et c'est la pauvreté. Et quand vous avez 5, 6, 7 enfants, et que vous avez une petite parcelle de terre, vous n'allez pas acheter des machines,
Parce que qu'est-ce qui va travailler sur votre terre? Vos enfants. Et s'ils ne travaillent pas, ben, il faut qu'ils partent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants, à la veille de la guerre de 14? Le premier à la terre. La deuxième, si c'est une fille, on lui donne une dot. Et elle part chez sa belle-mère, dans la belle famille. Mais après, après prêtre, bonne sœur, prêtre ça allait encore, mais bonne sœur, fallait une dot. Vous ne pouviez pas rentrer au couvent sans dot. Donc ça coûtait cher à la famille. Et quand la mère et le père mouraient, le couvent venait chercher l'héritage. Donc pour les hommes, c'était plus facile, ils devenaient prêtres. Enfin, ils ne voulaient pas tous devenir prêtres. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait partir. Et il fallait partir là où on trouvait du travail. Et Bécassine, elle naît de l'exode rural. C'est-à-dire de ces filles, beaucoup de filles. L'immigration bretonne est une histoire de femmes. Elle fait partie de ces filles qui fuient pour trouver du travail et qui fuient aussi pour échapper parfois à la lourdeur familiale, le poids de la belle famille et en particulier le poids de la belle-mère, parce que même si ce n'est pas totalement un matriarcat, les belles-mères représentaient pour les Bretonnes un poids familial excessivement lourd. Et donc elles partent là où elles vont pouvoir trouver du travail. Et on a l'idée qu'elles montent à Paris, mais elles ne vont pas à Paris d'abord. Elles vont à Quimper, pour les petites du Léon. Elles vont à Quimper. Puis à Quimper, il n'y a plus de place. Alors on va à Rennes. Puis quand il n'y a plus de travail à Rennes, on part à Paris. Et puis il y en a d'autres qui vont partir. C'était le cas de ma grand-mère, par exemple. Ils ont fini à Saint-Étienne parce qu'il y avait du travail dans les mines. Et donc Bécassine, elle monte à Paris. Elle est le fruit de l'exode rural. Et elle est le fruit de l'exode rural et de l'avancée du train. Parce que, en même temps qu'arrive le train, arrive l'exode rural, mais en même temps qu'arrive le train, arrive le tourisme. Et les Parisiens qui viennent en vacances, on ramène des souvenirs. Et vous savez quel était le souvenir à l'époque? Une bonne bretonne. On rentrait avec la bonne. Maintenant, après, vous pouvez rentrer avec je sais pas quoi, vous savez, les trucs en neige, là, et tout. Ben non, à l'époque, on ramenait la bonne. Voilà. Et l'été, on retournait en Bretagne, si possible, là d'où la bonne était originaire, et on achetait des manoirs. Parce que les élites bretonnes avaient beaucoup reculé, et il y avait à l'époque énormément de manoirs à vendre. Le manoir, en Bretagne, il y a des grands châteaux, mais l'aristocratie était une plèbe. C'était une toute petite aristocratie, ce qu'on appelait la plèbe nobiliaire. Et donc, ils n'avaient pas de vrais châteaux, ils avaient des manoirs. Donc, ils vendent leurs manoirs. Et ils sont ruinés, ils n'ont plus un sou en poche. Donc, ils vendent leurs manoirs. Et donc, les élites parisiennes achètent ces manoirs qui vont petit à petit retaper, alors plutôt à la côte que dans l'intérieur. Mais globalement, voilà. Et donc, Bécassine est le fruit de tout ça. Ensuite, Bécassine, donc il faut l'attacher à un lieu. C'est grand, la Bretagne. Et donc, Comrie, la Maurice Longros, va décider de lui donner un état civil. Donc, elle s'appelle Anaïque la Bornaise. Sauf que la Bornaise, en Bretagne, on dit la Bornaise. En français, on dit la Bornée. Donc, elle s'appelle Anaïque la Bornée. Et son père s'appelle Conan. C'était pas Conan le barbare, mais c'était Conan la Bornée. Et sa mère s'appelle aussi la Bornée. Elle a un oncle Corentin. Alors, le nom des parents est drôle comme tout, quoi. Donc, il y avait Corentin, il y avait Conan, il y avait Yvonne, il y avait Marie, parce qu'à l'époque, à la veille de la guerre de 14, toutes les gamines en Bretagne, elles s'appellent Marie, hein, toutes. C'est l'apogée de
du culte à la Vierge, et donc on donne Marie à tout le monde, y compris aux garçons. Hein, voilà. Les garçons ne les mettent pas en premier, en général, on le met après, c'était Marie ou Anne. Ah. Et donc, sa cousine, qui est marquée aussi par sa grande intelligence, s'appelle Marie Quilouche, parce que la pauvre fille, elle a 2 yeux qui convergent trop. Et voilà. Et donc, l'oncle Corentin, tous ces gens-là sont des éleveurs de porcs. Socialement, c'est intéressant, parce que ceux qui ont fait les albums de Bécassine, ils sont allés se renseigner sur la Bretagne. Donc, ce sont des éleveurs de porcs. À part les parents de Bécassine, qui eux sont des métayers. Les métayers, c'est les plus pauvres. Le métayer, il ne possède rien. Ni sa terre, ni son outil de travail, et il n'a pas la jouissance de sa production. La totalité de la production va aux propriétaires terriens. Les métayers, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. C'est les réminiscences du servage de l'époque médiévale. Vous voyez, c'est un truc très ancien. Et les parents donc, de Bécassine sont métayers, mais comme les autres, ils vont se lancer dans l'élevage porcin. Alors pourquoi on élève des porcs en Bretagne? Tout simplement parce que le porc, vous le savez, la viande ne se garde pas. La viande de porc pourrit immédiatement, elle devient immangeable, sauf qu'en Bretagne, on a du sel depuis très, 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 très longtemps. Donc, on peut conserver la viande de porc par le sel. C'est la même raison qui fait qu'on mange du beurre salé. Ah, le beurre, il ne se conservait pas. Les gens mangeaient du fromage. En Bretagne, on ne mangeait pas de fromage. On avait du beurre salé. Et donc, le porc est... Dans l'entre-deux-guerres, la production de porc explose parce qu'on a les transports frigorifiques. Donc, on peut envoyer la viande de porc où on veut. Et là, les Bretons, eh ben, ils n'avaient pas 3 sous, mais l'élevage porcin les enrichit. Et les enrichit beaucoup. À une époque où, dans l'entre-deux-guerres, l'aristocratie voit ses revenus s'écrouler complètement. Et on voit ça dans Bécassine. Socialement, c'est très intéressant. Madame de Grantaire, qui est sa patronne, qui s'appelle Hermine, entre parenthèses. Ah. Donc, Hermine de Grantaire, elle vide ses rentes, et quand la guerre de 14 est finie, elle n'a plus de rente. Et donc, son bel hôtel particulier de Paris, elle ne peut plus le garder. Donc, elle va le louer, puis le vendre à un Américain. C'est intéressant sur le plan de l'histoire, parce que qui est-ce qui achète l'hôtel particulier de Madame de Grantaire, quand on parle le louer? C'est un Américain. Les Américains, c'est les vainqueurs de la guerre de 14. Hein? Donc, ils ont l'argent, ils ont l'avenir, ils ont tout. Hein? Et la pauvre Madame de Grantaire, elle cherche un petit appartement. Et elle ne trouve pas dans Paris, c'est trop cher. Dans Paris, intramuros, c'est trop cher. Alors, elle ne veut quand même pas trop déchoir. Donc, elle trouve un petit appartement à Versailles. Quand même. Hein. Et là, il y a une scène absolument désopilante où vous avez Bécassine qui va aller travailler chez Madame de Grantaire. Oh, et là, elle voit Versailles. Oh, elle dit non, mais elle a trouvé mieux. Voilà, elle a trouvé quelque chose. Et puis quand elle arrive et qu'elle voit le petit appartement, elle, non, bof, quoi. Voilà, elle est un peu déçue. Donc, mais vous voyez, c'est une critique sociale absolument extraordinaire. Et puis, alors, voilà l'exposition de 1931, universelle. Et donc, voilà la famille de Bécassine qui quitte Clocher-les-Bécasses. C'est dans le Finistère Sud. Ils ne sont pas allés se frotter dans le Finistère Nord. Donc, ils quittent leur Finistère Sud, Clocher-les-Bécasses, et ils arrivent à Paris pour visiter. Et là, socialement, l'analyse de Bécassine est fabuleuse. Parce qu'ils arrivent à l'exposition et ils ont envie de bien manger, comme on peut bien manger à Paris.
Donc, eux et puis quelques autres vont manger dans un restaurant huppé où ils boivent du champagne et ils mangent, on ne sait pas quel plat exactement, mais à la truffe. Voilà, à la truffe. À la truffe. Et à la truffe, et l'addition arrive, et personne, dans ceux qui sont là, y compris Madame de Grantaire, etc., personne ne peut payer. Mais l'oncle Corentin, qui lui s'est enrichi avec l'élevage porcin, il dit, vous inquiétez pas, il demande 3 francs 6 sous à chacun, et il paye le reste, rubis sur l'ongle. Et là, vous voyez, on n'est plus du tout dans bécassines écrasées, etc. Ben là, la Bretagne, elle s'est réveillée, elle se développe, et le paysan bas-breton, Alain, le paysan bas-breton s'enrichit. Ah. Et alors, il y a des choses désopilantes sur le progrès moderne. L'histoire des baignoires. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Quand les baignoires sont arrivées en Bretagne, personne n'a voulu des baignoires. Qu'est-ce que c'était que ce truc qu'on allait rentrer dans la maison et mettre de l'eau dedans? D'abord, ils n'avaient pas l'eau courante au départ. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait de ces superbes baignoires? Eh bien, on en a fait des abreuvoirs. Donc, vous avez plein de baignoires. Alors, aujourd'hui, il y en a moins, évidemment. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait, dans le Morbihan, il y avait des baignoires dans les champs. Et mon oncle m'expliquait que, ah bah oui, non, mais la baignoire, on n'allait pas la rentrer dans la maison. Hein? Donc, vous voyez, il y a une critique sociale qui est quand même assez rigolote et qui est loin d'être idiote. Et Bécassine... oui, elle est maladroite, oui, elle est naïve, etc. Mais elle s'inscrit quand même dans quelque chose de moderne. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on nous montre à travers les albums de Bécassine? On nous apprend la modernité. Comment les éléments de la modernité entrent dans la vie quotidienne des gens. Alors, et entre dans la vie quotidienne l'eau courante, qui jusque-là était inconnue. Et l'eau courante, elle commence dans l'entre-deux-guerres dans les villes, mais elle n'arrive pas dans les campagnes. Donc il y en a à Paris et encore pas partout. La généralisation de l'eau courante en France, c'est le milieu des années 50. Jusqu'au milieu des années 50, il y avait entre 25 et 30% de l'habitat qui n'avait pas l'eau courante. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Le téléphone. Et Bécassine, elle ne sait pas répondre au téléphone. Elle tourne le téléphone dans tous les sens. Elle ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on nous montre? La motocyclette. Elle monte à motocyclette. L'automobile, il y a un album qui s'appelle L'automobile de Bécassine, où elle fonce dans tout ce qu'elle rencontre, y compris dans la basse-cour. Voilà. Bécassine en aéroplane. Or, cette Bécassine bête, lourde, nunuche et tout ce que vous voulez, elle monte à motocyclette, elle conduit sa voiture et elle va même conduire un aéroplane. Ah. Donc, et puis elle voyage. Elle voyage. Et les voyages de Bécassine, c'est fabuleux. Alors, d'abord parce que c'est, comme les Tintins, largement teinté de colonialisme. Ah, bah, rêver. Mais en même temps, ils font tout un travail de recherche. Le plus intéressant, je vous l'ai mis là-dessus, c'est Bécassine chez les Turcs. Donc, qui est une visite qui s'inspire de Pierre Loti et de Gérard de Nerval. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même une soif de connaissance, etc., qui est
relativement importante qui se développe à ce moment-là. Alors, ensuite, il y a l'idée de donc, vous voyez donc la modernité. Mais ce qui pose problème à Bécassine, c'est pas qu'elle comprend pas la modernité, mais qu'il lui manque tout ce qu'il y a en amont. Le premier problème, c'est la maîtrise de la langue. C'est le baragouin. Donc, elle se fait mal comprendre, elle s'exprime difficilement et elle ne maîtrise pas les subtilités de la langue française. Par contre, elle saisit assez bien les choses rigolotes de l'époque. Je sais pas, moi, elle ne parle pas allemand, mais elle appelle son chien Hindenburg. Et puis le chien, c'est une espèce de boxeur hideux, gros et tout, donc qui s'appelle Hindenburg. Bon, voilà. Donc, elle a la maîtrise de la langue. Ensuite, elle ne connaît pas les usages sociaux, les codes. Elle ne sait pas. Donc, elle ne sait pas comment s'adresser aux gens. Mais les bonnes de l'époque, c'était la même chose. On leur disait de se taire. La bonne, il fallait qu'elle ouvre, mais elle se taisait. Et puis, il y a autre chose qui lui manque, c'est qu'elle est tout le temps en costume breton, même dans l'entre-deux-guerres. Et pourquoi est-ce qu'elle est en costume breton ? Eh bien, elle est en costume breton parce qu'une fille, tant qu'elle porte son costume breton, elle ne le salira pas, elle ne se prostitue pas. Elle ne devient pas une traînée du jour au lendemain. C'est à partir du moment où elle quitte le costume breton qu'elle devient la proie des souteneurs, des voleurs, etc. Et c'était quelque chose qui était ancré dans les mentalités parisiennes, mais françaises de l'époque. Parce que beaucoup de Bretonnes avaient fini sur le trottoir. C'est pas, vous le savez aussi bien que moi. Et ces filles qui finissaient sur le trottoir, c'était l'abandon du costume breton qui les amenait à ça. Quand elles arrivaient à la gare Montparnasse, jusqu'à la gare de 14 et au début de l'entre-deux-guerres, et dans l'entre-deux-guerres aussi, elles étaient en costume breton. Or, les hommes ne l'étaient quasiment plus. Il n'y a plus de gouide pour être en costume breton, même à l'époque. Et les hommes ne l'étaient plus. Mais les femmes venaient avec leur costume, leur coiffe, la coiffe blanche, la guimpe blanche, et puis la robe noire en général. Vous savez que les costumes bretons deviennent noirs à partir de la guerre de 70. Il n'y a pas plus gai qu'un costume breton avant la guerre de 70. Après la guerre de 70, ils deviennent noirs. Mais donc les filles arrivent comme ça avec leur bout. Alors elles venaient pas avec la coiffe bigoudaine haute comme ça, mais les coiffes bigoudaines étaient petites. Après il y a eu des rivalités, etc. Mais les coiffes étaient petites et elles avaient. Il y en avait qui arrivaient, alors souvent avec les coiffes de travail. On n'arrivait pas avec la grande belle, c'était rare, la grande belle coiffe fouenantaise ou la coiffe à bandeau de velours d'argent ou autre. Et donc ces filles arrivaient comme ça. Et là, sur le quai de la gare, eh ben, il y avait les souteneurs. Et les souteneurs, ils savaient très bien s'habiller, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas habillés en souteneurs. Ils étaient habillés normalement, ils n'avaient pas les chaussures bicolores ou autre. Ils étaient habillés normalement, et là, elles étaient repérables, ces pauvres filles. D'abord parce qu'elles étaient seules. Jamais vous auriez vu arriver une Auvergnate toute seule. Jamais. On venait en famille en Auvergne. Le père, la mère, les gosses. Tandis que les Bretonnes, elles arrivaient seules. Elles ne savaient pas où aller. Au mieux, avant 1929, elles avaient l'adresse de la paroisse bretonne de Paris, qui était à Notre-Dame-des-Champs. Elles avaient une espèce de valise. Souvent, on raconte des valises
quand certaines boniches de l'époque racontent leur histoire, elles avaient des baluchons. Hein. On prenait un grand drap, hein, et puis on nouait le drap. Et puis la mère disait, comme ça le drap, tu l'auras. Le jour où tu trouveras à te loger, tu auras un drap pour dormir. Et donc, elles arrivaient là, donc les souteneurs, bonjour mademoiselle, vous êtes perdue, vous ne savez pas où aller, mais venez avec moi, je suis gentille, sérieux, vous allez voir. Et on les emmenait rue de la Gaîté, au rez-de-chaussée. Et là, on les mettait en costume breton, rue de la Gaîté, et on leur faisait visiter Paris en costume breton. Et puis, au bout de quelques temps, on leur disait, écoutez, il est bien votre costume breton. Enfin, regardez comme sont habillées les filles ici. Vous ne voulez pas un costume de demoiselle de Paris? Et donc, elles disaient, mais si, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on leur donnait? Un vêtement, une robe de demoiselle de Paris. Mais là, le joli rez-de-chaussée où elles étaient avec leur costume breton, on les virait. Elles montaient rue de la Gaîté, il y a des escaliers qui sont larges comme la table, extrêmement abrupts, et on les faisait monter au 2e étage, et là, c'était le bordel. Voilà. Et elles se retrouvaient là-dedans. Alors, Bécassine, qui ne quitte pas son costume breton, elle est à l'abri de tout ça. Elle ne va pas être draguée, elle ne va pas être mise sur le trottoir, rien du tout. C'est un garant, si vous voulez, de probité, et de probité sociale en même temps. Parce qu'à l'époque, les Parisiens et les autres, mais surtout les Parisiens, ils lisaient des journaux dans lesquels on se moquait des Bretons de manière absolument incroyable. En 1900, il était paru dans un journal qui s'appelait Le Rire. À l'époque, les blagues bretonnes, c'était comme les blagues belges aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on s'en fout des blagues belges. Mais c'était un peu l'équivalent. C'était les Bretons qui étaient moqués, etc. Et donc, dans Le Rire, on avait raconté l'histoire d'une Bretonne complètement idiote qui s'appelait Yvonne, évidemment, la Brutec. La Brutec, l'abrutie, la brute, etc. Et surtout, en 1903, il était sorti, donc 2 ans avant Bécassine, il sort une pré-bande dessinée. C'était des vignettes, il y en avait 9. Le nom, ça s'appelait Chomitarguer. Et Chomitarguer, en breton, ça veut dire rester chez vous. Ah. Et c'est l'histoire d'une pauvre fille qui ne s'appelle pas Yvonne, mais Marie-Jeanne. Mais enfin, c'est pas beaucoup mieux. Et cette Marie-Jeanne, elle est jolie. Il y avait beaucoup de Marie et beaucoup de Jeanne parce que c'était l'époque du fanatisme sur Jeanne d'Arc. Ah. Donc, on donnait beaucoup Jeanne comme prénom. Et donc, la Marie-Jeanne, elle est jeune, elle est jolie, elle est pleine de charme, elle est intelligente, elle est pétillante, etc. Et elle trouve que quand même la vie en Bretagne, c'est un peu tristoun. Et donc, elle décide de monter à Paris. Et c'est en fait le drame de cette pauvre fille qui, une fois qu'elle est arrivée à Paris, eh bien, devient la proie de mauvaises fréquentations. Elle fréquente des prostituées, des macros, et puis finalement, on la met sur le trottoir, et puis elle attrape une maladie vénérienne, et puis elle meurt à l'hôpital Saint-Lazare. Voilà. Et donc l'idée, c'est vous n'avez pas à venir. Et ça a été une idée qui a été véhiculée pendant très longtemps, en particulier par les prêtres de la diaspora catholique de Bretagne, qui était de dire, oui, vous êtes peut-être malheureux en Bretagne, mais si vous venez ici, ça va être pire, et vous allez finir sur le trottoir. Et voilà, et ces filles, alors ce n'est pas le cas de Bécassine, mais beaucoup d'entre elles rêvaient de devenir le modèle d'artiste. Vous imaginez, c'était complètement dingue. Et donc voilà. Et en même temps, les Bretons, on leur avait donné honte d'eux-mêmes.
Ici, on est dans un des quartiers bretons de Paris, Pernéty, Plaisance, hein. Tout ce qui est derrière aussi l'église Notre-Dame du Travail, hein. Et là, c'était les Bretons qui venaient, beaucoup sont venus pour les expositions universelles, pour d'où les grands travaux de 1900, etc. Et on leur donnait, on parlait d'eux, c'était terrible la manière dont on les traitait. J'ai plus la phrase en tête parce que je l'ai passée à Marie-Lise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était dans l'Assiette au beurre. Je ne sais pas si vous connaissez l'Assiette au beurre. C'est un journal satirique de l'époque. Et ma pauvre, j'aurais dû attendre pour te le donner. Merci. Et donc, en fait, on avait une vision des Bretons, on les traitait de fesse-Mathieu. Alors, attends, maintenant que j'ai récupéré le truc, je vais évidemment pas le trouver. Et c'était quelque chose d'absolument abominable. Je le chercherai tout à l'heure, je vous le redonnerai. Et c'était terrible parce que on jouait le comique sur la différence presque ethnique. Voilà. Le breton n'était pas capable de comprendre. Et Bécassine, par exemple, elle n'aime pas du tout les gens qui obéissent pas, qui respectent pas, etc. À l'époque, il faut vous dire que dans le quartier ici, vous savez, il y a la rue Vercingétorix, hein, et c'était le lieu des Apaches. Hein, et en fait, les Apaches, c'était les mauvais garçons, tu vois. Et alors, quand l'un de ces mauvais garçons faisait un vol, attaque, etc., s'il était breton, c'était marqué. Un breton a volé, un breton a attaqué, un breton, il y avait toujours le breton. Mais s'il était ardennais, auvergnat, savoyard ou corse, c'était jamais marqué. C'était le breton qui était stigmatisé. Et ici, il y a un coin entre Pernéty et Plaisance qu'on appelait la Petite Bretagne. Et les gens n'osaient plus sortir en costume. On ne mettait le costume breton que pour les mariages et pour les communions solennelles, les confirmations, etc. Mais le reste, non. Et il ne fallait pas s'appeler Anaïque, hein, ni Yvonne. Quand vous arriviez, Yvonne, Yvonne la bretonne, tête de cochonne. T'es vu, hein. Mais le breton, tête de cochon, Yvonne, tête de cochonne. Et ben, les parents étaient tellement traumatisés par ça qu'ils changeaient le nom de leur fille. Moi, j'ai une tante qui s'appelait Yvonne. Quand elle est morte, personne ne savait que c'était elle, parce que personne ne savait qu'elle s'appelait Yvonne. La première fois, elle est allée à l'école. Alors, c'était un mode Bécassine, hein. Pas elle, mais sa mère. Et quand elle est allée à l'école, donc évidemment, breton tête de cochon, Yvonne. Et alors, c'était l'époque où, chez les Bretons, il y avait Yves et Yvonne. Vous voyez ? Antoine et Antoinette, Corentin et Corentine. Voilà. Et donc, donc, ils se sont fait foutre d'eux. Et quand elle est rentrée en larmes à midi pour manger, sa mère lui a dit « Ah, Yvonne, tête de cochonne, ton deuxième prénom, c'est Catherine. À partir de maintenant, tu t'appelles Catherine, je préviens l'école. » Et la mère est allée à l'école, elle a fait changer le nom. Et ma tante s'est appelée Catherine toute sa vie. Et elle avait au moins 85 ans quand elle a expliqué l'histoire. Parce qu'on ne racontait pas ce genre de choses. Voilà. Donc, Bécassine, elle représente ça. Elle représente ces Bretons qui ne connaissent pas les usages sociaux, qui ne savent pas, etc. Et elle va donc véhiculer des usages, des idées particulières qui sont les idées du conservatisme. La bonne respecte sa patronne. Et il n'est pas question, et là c'est très étonnant parce que Madame de Grantaire n'est pas du tout représentative de la plupart des patronnes de l'époque, et même d'après. Hein ? Madame de Grantaire, elle est bonne,
elle est gentille, elle est bienveillante, elle se fait avoir, elle a un côté naïf. Ah, Madame de Grantaire, elle pardonne tout. Puis il y a une pauvre orpheline qui passe par là, bon, on va la prendre, hein, puis on va l'élever. Hein. Et c'est le conservatisme social, c'est-à-dire aussi le paternalisme. Avec l'idée que on défend les valeurs de la France traditionnelle. Langros est un conservateur légitimiste, tout ça va ensemble, mais Madame de Grantaire, elle veut aussi, elle pousse Bécassine à aller en aéroplane ou des choses comme ça. C'est une vision finalement assez spéciale de tout ça. Parce qu'il faut quand même être réaliste, les patrons qui embauchaient les boniches, les bonnes à tout faire, c'était pas Madame de Grantaire. Quand ils les embauchaient, alors Madame de Grantaire, Bécassine, on ne rentre pas dans les détails. Comment elle est payée? Bon, on ne sait pas. Ah. Comment elle est logée? On ne sait pas. Ah. Donc, on n'entre pas dans les détails. Mais pour les autres, les filles, elles étaient logées. Donc, si on les logeait et si on les blanchissait, on ne les payait pas. La plupart des bonnes bretonnes autour de la gare de 14, elles ne sont pas payées. Rien. Il y avait 150 000 bonnes à la gare de 14, 100 000 étaient bretonnes, quasiment aucune n'était payée. On leur donnait 3 francs 6 sous à Noël et à la Saint-Jean. Et à Noël et à la Saint-Jean, alors c'était terrible parce que ces filles, qu'est-ce qu'elles en faisaient? Eh bien, elles avaient la manie de la dépense. Elles n'avaient pas 3 francs en poche qu'elles allaient tout dilapider. Et c'est la raison pour laquelle l'abbé Cadic à Notre-Dame-des-Champs, à la veille de la gare de 14, il crée la première sécurité sociale, la première mutuelle, etc. Parce que ces pauvres filles qui n'avaient jamais eu un centime en poche, eh ben, elles achetaient n'importe quoi. Puis alors, elles se faisaient avoir, c'était abominable. Mais voilà. Et puis, elles étaient corvéables à merci. Il n'y avait pas de limite d'horaire. Elle travaillait tous les jours, samedi, dimanche, fête, du matin au soir et du soir au matin. Certaines avaient un matelas dans la cuisine. Ah, bon. Et puis, le reste du temps, elle s'occupait des enfants, elle faisait à peu près tout. Et on ne voulait pas trop qu'elles sortent, parce que si elles sortaient, elles allaient s'arsouiller, comme on disait à l'époque. Et s'arsouiller, oui, ça voulait dire se dévergonder. Et s'arsouiller, c'était le mot, voulait dire en fait aller dans les bals. Et les bals, à l'époque, qui est-ce qui les tenait? Eh bien, pas du tout les Bretons, ils ne tenaient pas de bals, les Bretons. C'était les Auvergnats et les Italiens, avec l'accordéon, etc. Et là, quand elles allaient dans ces bals, elles se faisaient avoir, mais immédiatement. Les bals, c'est un délice de voir les descriptions. Il y a les Auvergnats, papa, maman, leur fille, hein, et la mère qui choisit le garçon qui danse avec la fille. Et le père qui va sur la piste de danse pour vérifier si le garçon danse pas trop collé serré avec la fille. Et quand le garçon a dansé 3 fois, le père prend contact avec le garçon et dit « Vous voulez l'épouser ?» Voilà. Et donc, les filles d'Auvergne, elles ne sont pas sur le trottoir. Voilà. Tandis que la Bretonne, elle y est. Et elle y est complètement. C'est la raison pour laquelle, alors c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans Bécassine, ce qui est assez étonnant, c'est le caractère religieux des choses. C'est les prêtres qui vont garder, je sais pas moi, qui vont garder l'intégrité physique de ces filles, qui représentent ça, et qui leur interdisent d'aller danser avec les Auvergnats et avec les Italiens. On n'aimait pas les Auvergnats chez les Bretons, mais alors les Italiens, c'était pire. Hein.
il y avait du racisme par-dessus le marché. On n'allait pas sarsouiller avec les Rital, comme on disait à l'époque. Hein, sarsouiller avec les Rital, donc là, c'était... Donc, c'est la défense des valeurs traditionnelles, classiques de la haute bourgeoisie, de l'aristocratie, etc. Et ça aurait pu, en fait, s'arrêter là, mais ça va prendre une dimension quasi politique, parce que on inscrit Bécassine dans son siècle. Et dans son siècle, il y a un ennemi. Et l'ennemi, c'est pas l'anglais. L'ennemi, c'est le Boche. Le sale Boche. Le schleu, le vert de gris. Enfin, il y a tout dans les albums de Bécassine, vous avez tout. Et donc, là, évidemment, c'est la guerre de 14. Et la guerre de 14, pour les Bretons, c'est un drame. C'est un drame plus que pour toutes les autres provinces. Mais cette guerre de 14, eh ben, Bécassine, on va l'utiliser, la mettre au service du patriotisme, voire du nationalisme, mais je dirais plutôt du patriotisme français. Donc, il va y avoir des albums, Bécassine mobilisé, Bécassine chez les Alliés. Hein. Et là, évidemment, on casse du Boche. Et on casse du Boche dans tout l'entre-deux-guerres. Ah. Et quand la Seconde Guerre mondiale arrive et que l'occupation arrive, les Boches sont là et ils interdisent les albums de Bécassine. Parce qu'ils considèrent que les albums de Bécassine sont dangereux parce qu'ils alimentent la résistance. Voilà. Et les albums de Bécassine sont purement et simplement interdits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand la Seconde Guerre mondiale finit, la semaine de Suzette, Langros, tout ça, ils ont quand même le cœur... Ah ouais, quand même. Ils ont quand même le cœur assez fortement à côté du portefeuille. Et donc, ils font affaire avec le magasin Le Printemps, qui était la grande mode de l'époque, et Le Printemps qui s'engage à vendre les Bécassines de la Victoire. Voilà. Et donc, Bécassine est complètement ancré là-dedans. Voilà. Donc, c'est rigolo comme utilisation politique. Et là, on se dit, bah oui, finalement, Bécassine va devenir un acteur... je ne dirais pas géopolitique, mais au moins politique. Ah, mais ça s'arrête là. Le Boche, oui. Est-ce que Bécassine parle de la décolonisation ou de la colonisation? Rien. Sauf le petit nègre Bamboula. Bon. De la guerre d'Espagne? Non plus. De rien. Hein. C'est-à-dire, en fait, ça s'est focalisé sur les Allemands parce que, effectivement, l'ennemi à abattre, c'était l'Allemand. Et ça l'est resté extrêmement longtemps. Je dis aujourd'hui, on est devenus amis avec les Allemands, mais ça a pris énormément de temps. La personne à abattre, c'était les Allemands. Sauf chez les Bretons. Chez les Bretons, quand la guerre de 70 a éclaté, les Bretons sont partis en disant « Cieux aux Anglais ». Et puis là, ils se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait les Anglais contre qui on se battait, mais contre les Prussiens. Donc, ça avait été très, très étonnant. Et là, c'est en 70 que la haine de l'allemand se développe en Bretagne, parce qu'il y a eu une bataille terrible, enfin non, pas une bataille, il y a eu un lieu terrible qui s'appelle le camp de Conly, en 1870, où des Bretons ont été abandonnés à leur triste sort. Et ce camp de Conly a traumatisé profondément
les Bretons. Il n'y a pas eu énormément de morts, mais il y a eu énormément de gens qui sont morts dans les années suivantes du drame de Conly. Et puis le deuxième drame, et c'est pour ça que Bécassine est très importante là-dedans, c'est la guerre de 14. Parce que les Bretons, c'est eux qui vont donner parmi les plus lourds tributs. Alors les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres, mais le plus lourd tribut à la guerre. Pour une raison simple, la Bretagne n'est pas industrielle. Comme elle n'est pas industrielle, elle est paysanne. Et quand les tranchées se font, on comprend très vite qu'il faut alimenter les tranchées. Il faut des armes, il faut des munitions, etc. Et il faut donc rapatrier des tranchées vers l'intérieur, des gens qui, en fait, vont travailler dans les usines. Donc, on les fait revenir. Mais les Bretons, on les fait pas revenir, il n'y a pas d'usine en Bretagne. Donc, ils restent chair à canon. Et quand la Première Guerre mondiale se termine, c'est une hécatombe. Et les Bretons qui reviennent dans des états épouvantables. Et les pères qui reviennent, qui sont souvent blessés, gazés, etc., disent à leur fils, deviens ouvrier, pars à la ville, comme ça, s'il y a une autre guerre, tu ne seras pas de la chair à canon. Voilà. Et c'est très étonnant dans les albums de Bécassine, parce que c'est des choses qui ne sont pas du tout abordées, ça. Cet aspect-là. Bon, alors, tout ça, c'est pas très positif quand même, ce que je vous raconte, mais il y a quand même du positif dans Bécassine. Bon. Du positif, et puis après, des évolutions qui sont un petit peu différentes. Qu'est-ce qu'il y a comme positif ? Le premier élément du positif qu'il y a, c'est Bécassine elle-même. Bécassine, elle est peut-être gentille, nunuche, enfin naïve nunuche, elle est gentille, elle est pleine d'empathie, elle est foncièrement bienveillante, elle aime les personnages loufoques. Il y a l'espèce de savant fou, là, Monsieur Proéminence, et tout, elle est spontanée et elle est capable de tenter toutes les aventures, elle est capable d'esprit critique, elle ose, elle conduit, elle est moderne malgré sa coiffe et son parapluie et ses gros pieds. Donc elle a tout ça. Et puis, elle est moderne. On va me dire, il faut aller le chercher. Eh bien, c'est Françoise Dolto qui le montre. Alors, je pense que vous connaissez Françoise Dolto. Et Françoise Dolto a fait une étude extrêmement intéressante sur la façon dont Bécassine élève la petite loulotte. À l'époque, un gamin, quand c'est petit, que ça ne sait pas lire, pas écrire, on ne joue pas avec, on ne s'en occupe pas, c'est un tube digestif. On nourrit, on vérifie que ça va et on fait dormir. Et c'est l'histoire du tube digestif. À l'époque où les voitures commencent, on dit une gamine ou un gamin jusqu'à 5-6 ans, c'est comme une automobile. S'il faut la remplir avec la pompe, hein, donc c'est le biberon ou autre, il y a un pot d'échappement et un klaxon. Un réservoir, un pot d'échappement et un klaxon. Voilà l'enfant. Bon, jusqu'à bien 5 ans. Hein. Bon. Et voilà. Et donc, Bécassine, elle ne fait pas du tout ça avec Loulotte. Elle lui donne la parole, elle la laisse parler, elle lui demande ce qu'elle aime. C'est une éducation excessivement moderne, finalement. Elle s'occupe d'elle, elle en fait, on pourrait dire, une espèce de personne en devenir. C'est pas très beau, mon expression, mais vous voyez ce qu'elle veut dire. Elle l'apprend pas comme un
un tuyau d'échappement, là, un pot d'échappement, mais elle la prend comme une vraie personne, avec sa personnalité, ses choix, et quand elle n'est pas d'accord, elle le lui dit. Et Françoise Dolto, c'est passionnant parce qu'elle montre que finalement, entre l'empathie, la bienveillance, la personne en devenir, et ben finalement, elle en fait une éducation moderne. Et en même temps, c'est accepter d'élever un enfant sans l'avoir fait, sans en être la mère. C'est une espèce de maternité généreuse. Hein. Et cette maternité généreuse, elle est au service de l'enfant. Eh ben, dans les années de l'entre-deux-guerres, une maternité généreuse, désintéressée au service de l'enfant, vous ne trouvez pas. C'est extrêmement rare. Ah. Et en fait, ce Maurice Langros dit Comrie, il avait eu, alors je ne sais plus à quelle date, il avait eu une fille qu'il avait appelée Claude, qui a dû naître dans les années, au tournant des années 20. Et il s'est passionné pour l'éducation de sa fille. Et il a voulu faire passer dans Bécassine la conception qu'il avait de l'éducation de sa fille, et qui est d'une éducation aussi féministe, qui donne à la petite fille autant de droits qu'à un petit garçon. Ben, c'est rare. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses positives dans l'histoire de Bécassine, mais j'ai quand même trouvé ça. Et je trouve cette vision de Françoise Dolto extrêmement intéressante. Bon, alors après, voilà le mouvement breton qui entre en jeu. Parce que vous imaginez bien que pour les Bretons, Bécassine, elle est opprimée, écrasée, etc. Donc, il faut soit la faire taire, soit la récupérer. Et là, le mouvement breton va s'en emparer, en gros, des années 20 jusqu'aux années 70, parce que, je crois que je vous l'ai mis, il y a le PSU là, qui fait Bécassine qui lève le poing. Hein, Bécassine qui lève le poing, et puis il déshabille après Bécassine pour la faire finir avec un fusil à la main. Alors c'est pour le moins un paysage controversé, mais qui représente bien l'image qu'a fait la France de la Bretagne et le fossé qui existait entre les Bretons et les Français. Alors, il y a des choses qui ont dégoûté les Bretons. En 1940, il y a un film. Vous tapez sur YouTube Bécassine, c'est un film, je ne sais plus, de Charon, sur un livret de Jean Nohain, qui était quand même pas n'importe qui, avec une actrice très célèbre à l'époque qui s'appelait Paulette Dubost. C'est écœurant. Donc, ça a été tourné vers Trégastel, Pérouse, etc. Le reste, c'est tourné dans un studio de cinéma. Et c'est du ridicule. C'est-à-dire que Bécassine, elle n'a pas d'enfant, mais elle a un goret. Un petit goret. Alors, elle nourrit le goret, puis elle berce le goret. C'est immonde. Je vois, immonde, le film. J'ai essayé, je ne l'ai pas regardé en entier. J'ai craqué, c'était... Enfin, et je suis bretonne, peut-être que... Voilà. Mais quand même, c'est immonde. Vraiment dégueulasse, enfin, le truc. Et ce qui est absolument abominable, c'est qu'il y a des Bretons qui ont salué la sortie. Il y avait Beaufrère, qui était un des grands acteurs des Bretons de Paris, qui a accueilli ça de manière fabuleuse. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un film abominable. Et puis, il y a eu l'histoire du musée Grévin. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. En 1939, voilà qu'on met Bécassine au musée Grévin. Alors là, les gens qui ne se sentaient pas bretons, ils se sont sentis bretons. Et là, il y a 3 bras cassés. Enfin, 3 gars, 2 étudiants et un ingénieur quand même, hein, qui se sont dit on ne peut pas faire ça, ils vont faire un attentat et ils vont faire sauter Bécassine au musée Grévin.
Et donc, elle saute, ils ont été arrêtés. En plus, ils se laissent avoir. Enfin bon, c'est des apprentis comiques, hein, voilà. Mais c'est symbolique. Hein. Et là, les gens se déchaînent, les gens se mettent à écrire à Édouard Daladier en disant qu'il faut interdire le film, interdire... Enfin, il y a une montée en puissance des Bretons qui... donc, comment dire, qui vont se rebeller parce qu'ils n'acceptent plus cette espèce de comique qui est fondée sur les défauts d'adaptation, qui sont des personnages qui ne savent pas s'adapter au monde réel, où le comique est finalement fondé sur le rejet de la culture, voire de la race. Mais c'était comme ça à l'époque. Hein. Il y avait eu des BD comme ça, il y avait eu le sapeur Camembert, ça vous dit quelque chose, et puis la famille Fenouillard. Ah oui. Voilà, la famille Fenouillard, c'était la province profonde. Et il faut bien voir qu'à l'époque, quand vous prenez les grands écrivains, ils se moquent sans arrêt des paysans. Je ne sais pas si vous avez lu Maupassant. Alors, on lit, quand on est breton, on lit Maupassant avec une vision un peu particulière, parce que Maupassant n'est pas breton, il décrit la Normandie. Hein. Mais le paysan normand vu par Maupassant, mais moi j'ai peur. Enfin, c'est abominable. Hein. Et voilà. Et donc, ce comique fondé sur les différences de culture, il amène une gêne. Vous voyez, on se sent mal dans ce comique-là, comme dans certains comiques racistes ou autres. C'est un sentiment finalement de malaise qui est là. Et là, eh bien, on va avoir le début du rejet des bécassineries. Alors, les bécassineries, c'est comme la bretonnerie, c'est l'utilisation de bécassines. Alors, le rejet des bécassineries, donc c'est le mouvement breton qui va le critiquer, en particulier un auteur que vous connaissez peut-être qui est Morvan-Lebesgue. Voilà. Morvan-Lebesgue qui va beaucoup critiquer tout ça. Mais le refus des bécassineries, c'est de dire que cette bécassine, qui n'avait pas de bouche, on va lui rajouter une bouche, on va lui rajouter des seins, on va lui rajouter des bombes. Au début, c'était un artichaut. Puis après, on a mis une vraie bombe. Hein. On va lui rajouter donc des attributs qui sont des attributs nouveaux. Et on va en faire celle qui a ouvert la porte il ne faut pas que je le dise en anglais, au renouveau breton et celtique, ce qu'on appelle le revival. C'est-à-dire, elle a ouvert... Oui, j'arrive pas à trouver le bon mot, donc je vois Jean-Marc qui se marre, mais ça allait finir comme ça. Et donc, c'est ceux qui vont venir après Bécassine, c'est ceux des années 60. Et ça va être Gilles Servat, ça va être Alan Stivell, etc. Ça va être pour les dessinateurs Malo Loarn, etc. Et donc des gens qui vont ouvrir la bouche là où Bécassine ne l'avait jamais ouverte. Et le rejet quelque part de Bécassine ouvre quelque part la porte à ceux qui vont oser parler au nom de la Bretagne, et qui vont, à partir de ces années-là, passer du breton complexé, mal à l'aise, du breton honteux au breton assumé. C'est-à-dire les gens qui vont avoir 20 ans dans les années 80 ou 20 ans dans les années 70, et qui vont apprendre le breton, danser breton et assumer sa part bretonne. Voilà. Et Bécassine aura quelque part, je pense, joué un rôle là-dedans. Voilà.
plus on est donc bien plus loin que l'image gnognoche de la bécassine de départ. Alors pour finir, bon, on va finir avec les bécassines, puisque si Bécassine n'est pas bretonne, les bécassines, elles le sont. Là. Et je voudrais même rapidement vous parler de Suzanne Asquith. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, ça ne vous dit rien. Suzanne Asquith, c'est une sacrée bonne femme. Suzanne Asquith, elle est bretonne et elle est, je dirais, un peu le point levé, mais original. Alors là, j'ai le texte. Je vais vous le lire. Soumise au sort des filles d'ici, qui n'avaient ni chant ni pentis, fuyant le dédain, le mépris, de quelques Bretons établis sur le haut pavé du pays, vers d'autres lieux je suis partie. Chez des gens dits de qualité, en condition je suis entrée, dans le Paris des beaux quartiers. Bien souvent je me suis cabrée devant toute leur futilité, me donnant envie de ruer. Si j'ai avalé leur poussière, j'ai pu secouer ma crinière. Si j'ai connu bien des litières, je suis restée la jument fière. Alors, c'est un texte que Suzanne Asquith va faire paraître. Vous connaissez le cheval d'orgueil. D'accord. Quand le cheval d'orgueil est paru, il y a une montée de boucliers contre le cheval d'orgueil. Et là, il y a un premier livre qui sort, qui est le livre de Xavier Graal, qui s'appelle « Le cheval couché ». Mais le cheval couché, on va considérer qu'il ne va pas assez loin. Et donc, après, il y en a un troisième livre qui s'appelle « Le cheval en rogne ». Alors, je viens de perdre l'auteur, mais il va me revenir. Donc, le cheval en rogne, c'est le cheval couché qui se révolte. Et le quatrième livre qui est sorti, c'est La jument fière. Donc, vous avez le cheval d'orgueil, le cheval couché, le cheval en rogne et la jument fière. Donc, qui sont les 4 livres qui vont ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire les 4. Voilà. Yann Daniel, l'auteur du cheval en rogne. Il n'est pas connu pour dessous, mais c'était un écrivain absolument formidable, rescapé des camps de la mort, un type absolument fabuleux. Si un jour vous connaissez un éditeur qui veut éditer un livre merveilleux, c'est moi qui l'ai, son livre, et je rêverais de le faire rééditer. C'était un homme absolument hors du commun. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance de le connaître, parce que c'était un ami proche de l'aumônier de la mission bretonne de l'époque, du père Kemner. Et Yann Daniel, c'est un type merveilleux. Alors, Suzanne Asquith, elle est originaire de Pont-l'Abbé, et elle a l'itinéraire de ses filles de Bretagne, c'est-à-dire un père qui ne sait pas lire, ni écrire, et une mère qui, comme beaucoup de femmes de Bretagne, suit la politique, a un peu le poing fermé, pas pour des raisons politiques, mais pour donner à sa fille une dignité qu'elle n'avait pas. Et sa mère avait ce que peu de femmes de l'époque avaient, elle avait le certificat d'études. Et le certificat d'études de l'époque, ça vaut nos baccalauréats un peu bidons actuels. Voilà. Et voilà. Et donc, elles ont été placées, elle et sa sœur, à l'âge de 13 ans, dans des familles qui les emmenaient en vacances. Alors, c'est dans l'entre-deux-guerres, et puis au lendemain de la guerre, la Bretagne passe un peu de mode, on va à Saint-Jean-de-Luz, c'est plus chic. Voilà. Et et Suzanne, donc, sait pas où aller. Donc, elle est placée chez des religieuses. Et là, elle a beaucoup d'espoir chez ces religieuses parce qu'elle pense que chez des religieuses, elle ne sera jamais seule. On ne l'abandonnera pas. Elle est très jeune, hein, elle a 13-14 ans. Et là, elle connaît le désespoir parce que personne ne s'occupe d'elle. Chacun s'occupe de son drame personnel. Donc, elle part.
Elle va dans des cliniques. Bon, elle est plus ou moins harcelée, violée. Mais comme elle n'a pas écrit ça à notre époque, elle dit ça à petits mots. Vous voyez, comme on pouvait dire dans les années 90, où on ne disait pas les choses aussi violemment. Et voilà, et donc, comme elle ne sait plus où aller, elle se dit que de toute façon, entre les bonnes sœurs et les cliniques, elle ne trouvera pas pire chez les bourgeois et elle va trouver pire chez les bourgeois. Donc, elle commence à Quimper, elle va ensuite à Rennes et elle est placée, alors ça c'est le sommet, elle est placée chez un chirurgien qui la paye plutôt bien. Une patronne indifférente qui, dit-elle, n'est ni bonne ni mauvaise, mais surtout 6 gosses, dont une, l'aînée qui a son âge, la prend en pitié, et les petits qui la tapent, qui l'insultent, etc. Alors elle reste plus de 2 ans chez le chirurgien, elle ne l'a jamais vue. Elle a vu que sa femme, qui n'a jamais eu une parole, même de soutien là-dedans. Et là, elle se dit, bah, finalement, je ne serai heureuse qu'en m'occupant des enfants. Et elle va s'occuper d'enfants. Elle n'est pas nourrice, elle n'a pas eu d'enfants. Il y avait beaucoup de Bretonnes qui étaient des nourrices, mais on disait nourrice, Bécassine, elle est nourrice, mais elle n'a pas d'enfants. Voilà. Et donc, elle va rester dans les familles, en général entre 3 et 5 ans, le temps d'élever un peu les enfants. Et puis après, elle part. Et elle s'attache nulle part, elle n'achète jamais de maison, elle ne retourne pas en Bretagne, elle va vivre en permanence comme une déracinée. Et puis un jour, elle a une rencontre, vous savez, des rencontres dans la vie. Elle rencontre la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, que certains à l'époque appelaient la jeunesse ouvrière communiste parce qu'ils trouvaient qu'elle était à gauche de la gauche. Mais avec la JOC, elle va trouver une espèce de fraternité et elle découvre les mouvements de jeunesse, elle découvre l'action catholique et elle découvre les syndicats. Et pour elle, ça sera une révélation, parce que pour cette femme qui n'avait ni famille, ni enfant, ni rien, qui a été une éternelle déracinée, elle a trouvé dans ces mouvements d'action catholique une fraternité, pour utiliser un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, une sororité, avec des femmes qui luttaient pour la même chose. Et là, elle découvre que bonne à tout faire, il n'y a pas qu'elle. Parce que finalement, c'est bonne à tout faire. Elles n'allaient pas à l'usine. Quand tu étais à l'usine, tu avais d'autres ouvrières. On pouvait travailler ensemble, s'entendre, monter quelque chose. Dans ta famille bourgeoise, tu n'avais rien de tout ça. Et là, elle découvre à la JOC, à l'Action catholique ouvrière, ces filles qui ont le même niveau de vie qu'elle, le même type de vie. Et elle découvre qu'elle, finalement, sa vie a été presque un moindre mal que ce qu'ont vécu certaines de ses filles. Parce que certaines de ses filles, quand elles partaient de Bretagne, les parents disaient « Tu coûtes cher, tu as une bouche à nourrir, dégage ». Elle, on ne lui a jamais dit ça. Elle avait une proximité, enfin, il y avait un certain... Et elle voit ces filles qui sont parties dans le dénuement, qui ont été prostituées, qui ont été violées, etc. Et là, elle se dit que l'action syndicale n'est pas terrible et elle décide de rentrer, c'était la CFTC à l'époque, hein. Elle est très croyante, Suzanne Asquith, et elle va créer ce qu'on ne connaît en général pas, le premier syndicat des employés de maison, des employés EES, des employés de maison, et qui ensuite va être récupéré par la CFDT, voilà, et qui va faire beaucoup pour l'émancipation de ces filles et pour faire qu'elles deviennent... L'idée, c'est pas qu'elles deviennent président de la République. L'idée, c'est qu'elles aient des emplois dans lesquels on les respecte. C'est-à-dire qu'on va leur donner un contrat de travail,
une durée de travail, des clauses, etc., qui respectent finalement leur vie. Voilà, et donc elle aura joué un rôle absolument incroyable, cette Suzanne Asquette, voilà, parce que pour elle, c'était une question de respect. Et au lendemain de la guerre, elle a ensuite travaillé avec des femmes de l'Action catholique qui étaient à Paris, dont certaines à la mission bretonne. Enfin, pas directement à la mission, mais la mission ne pouvait pas avoir de subvention parce qu'elle était catho, elle était religieuse. Et donc, c'était une organisation qui était née à côté et qui avait fait venir des femmes qui étaient des femmes dont les maris et elles étaient engagés dans le catholicisme social. C'est-à-dire les catholiques, c'est ce qu'on appelle les catholiques qui sont à la gauche du Christ. Voilà. Et qui étaient les abbés démocrates aussi. Vous savez, les abbés démocrates, on les appelle les poissons rouges dans le bénitier. Hein, voilà. Et c'est des gens qui se sont battus en Bretagne et hors de Bretagne. Et ces femmes donc, de ce monde du catholicisme social les plaçaient dans les familles, surveillaient l'argent qu'on leur donnait, les conditions dans lesquelles elles étaient logées, les conditions de travail, etc. Et c'était elles qui signaient, c'était ces organisations qui en fait signaient les contrats de travail, etc. Parce qu'elles se faisaient avoir complètement, ces pauvres petites jeunes filles. Et petit à petit, l'ascension sociale a eu lieu. Voilà. Et on la trouve dans tous les milieux. Et pour la Bretagne, c'est particulièrement fort parce qu'on le voit dans les métiers. L'arrière-grand-mère était fille de salle dans les hôpitaux. Et puis la grand-mère, elle va être aide-soignante. Et puis la mère, elle est infirmière. Puis la fille, elle est médecin. Et moi, je suis le fruit de ça. Ma grand-mère, ses parents ne savaient pas lire ni écrire. Elle a passé son certificat d'études. Elle l'a eu, mais elle n'a pas eu le droit de faire des études. Et elle m'a élevée et elle n'avait qu'une obsession. C'était que je réussisse dans mes études. Et sa fille ils sont passés par instit, puis prof et universitaire. Et ça a été ça. Et ben Suzanne Asquette, elle est là-dedans. Et elle a rendu sa dignité à beaucoup de filles. Donc, c'est les bécassines. Et si vous n'avez rien à faire, on terminera sur un... Oui, c'est pas pour toi, mais ça fait rien. Vous avez un film formidable de Thierry Compin que je vous ai mis, qui s'appelle « Nous n'étions pas des bécassines ». Et c'est le témoignage de ces filles, dont Suzanne Asquette. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, oui. Est-ce que Bécassine était allée à l'école? Est-ce qu'elle savait lire Oui, et écrire? oui. Et est-ce qu'elle, si elle n'avait pas su, est-ce qu'elle en avait envie? Et deuxième chose, une seconde, quand les Bécassines s'arrêtent, est-ce que c'est le moment où les Astérix commencent? Oui, ça correspond, c'est un peu plus tard, Astérix, c'est 1959. Mais c'est dans la foulée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le dessin de Bécassine, c'est le dessin qui précède la ligne belge de la BD. Voilà. Alors, oui, elle est... Troisième remarque, tu changes le prénom et Bécassine est complètement actuelle. Oui. Ah oui, 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 tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, Bécassine, elle va à l'école parce que quand on lui donne un état civil, à partir de 1910, elle est née à Clocher-les-Bécasses, elle va aller à l'école à Clocher-les-Bécasses. Alors, elle a beaucoup de mal à apprendre le français, elle a beaucoup de difficultés, mais elle va à l'école, elle apprend, elle sait lire, elle sait écrire en français. Là. Mais c'est assez rigolo parce que toutes les interdictions du parler breton, on ne les a pas dans Bécassine. Elle ne porte pas la vache, elle ne porte pas le symbole,
ni rien, mais elle apprend à lire, elle apprend à écrire. Alors évidemment, elle a du mal, alors on la représente avec le stylo là, à plume là, qui dégouline, avec tout l'encre qui s'écroule, on dirait moi. Donc voilà, oui, elle va à l'école. Voilà. Et elle rencontre une instite qui est l'instite traditionnelle de ces années-là, c'est-à-dire une sainte laïque. Voilà, avec tout l'apprentissage qui va avec. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à côté de Diwan, vous avez plein d'autres écoles avec le breton, ça prend en Bretagne. Et alors, Diwan, maintenant, il n'y en a plus à Paris. Malheureusement, l'école Diwan de Paris a fermé. Mais il y a des écoles Diwan, donc maternelle, collège. Et à Carhaix, il y a un lycée Diwan qui est un de ceux qui réussit le mieux sur le plan intellectuel. Quand vous regardez les résultats du baccalauréat et tout ça, ils sont vraiment très, très, très bons. Et le point de départ, c'est le Finistère Ouest de Diwan, c'est-à-dire Trébabu. Pas Trébabu, Saint-Pabu, pardon. Saint-Pabu et tout le coin autour de Ploudal-Mézeaux, où ça reste quand même aujourd'hui très important. Mais en dehors de Diwan, on apprend le breton dans les écoles publiques et puis dans les écoles privées. Le seul problème, c'est que sur l'apprentissage de la langue bretonne, il y a eu la réforme Blanquer. Et la réforme Blanquer a fait que quand vous arrivez en première, vous avez plusieurs options. Et par exemple, moi j'ai un de mes fils qui a pris breton au baccalauréat. Il l'avait en option en terminale. C'était une option merveilleuse parce que dès l'instant, ne comptait que les notes au-dessus de la moyenne. Et dès l'instant où vous vous présentiez, on disait « Oh là là, le cher petit », et il avait 15 d'emblée. Enfin, je caricature, mais mon fils est passé par là, donc je peux me le permettre. Mais dans la réforme Blanquer, maintenant, il faut obligatoirement abandonner totalement une option en terminale. Vous imaginez bien que des enfants qui ont maths, physique et breton, ils ne vont pas abandonner maths, physique. Ils vont abandonner le breton, l'alsacien, l'occitan, etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, ils peuvent le passer, mais de manière beaucoup plus compliquée que quand mon fils le passait. Et c'est devenu très compliqué. Et du coup, c'est compliqué d'alimenter les universités en langue bretonne. Aujourd'hui, il y a un recul du nombre de gens en quelques années. Parce que mon mari a fait une licence de breton parce qu'il avait perdu son boulot. Ils étaient, je ne dirais pas qu'ils étaient nombreux, mais entre ce qu'il y avait il y a 5-6 ans et depuis, ils n'arrivent plus à remplir. Tout simplement parce que finalement, on a quelque part sacrifié les langues régionales. Alors, il y a des régions dans lesquelles ça fonctionne, parce que le statut n'est pas le même que chez nous, c'est-à-dire la Corse, ou des régions dans lesquelles ils se battent, mais comme des beaux diables, comme l'Alsace. Les Alsaciens, c'est rigolo. Vous rencontrez des jeunes Alsaciens qui vous disent « Moi, je l'épouse parce qu'elle parle les 3 langues. » Et les 3 langues, c'est le français, l'allemand et l'alsacien. Et ils ont 19 ans ou 20 ans. C'est drôle comme tout. Mais la Bretagne, la réforme Blanquer et les réformes actuelles ont fait beaucoup de mal à la langue bretonne auprès des jeunes. Et c'est, à mon avis, une bêtise monumentale, si vous me permettez ça, parce que c'est par la jeunesse que la dynamique linguistique se fait. Et j'aime beaucoup aller dans les Hébrides extérieures. Il faut aimer, hein, c'est au nord de l'Écosse, il fait un temps pourri les 3/4 du temps, et c'est magnifique. Et ben moi, ce qui m'étonne toujours quand je vais aux Hébrides extérieures, ce sont les jeunes.
parce qu'ils parlent gaélique entre eux. Et nous, quand on prend le ferry avec mon mari, on est les deux gugus qui parlons pas gaélique. Enfin, mon mari, il a fait du gaélique un peu à la fac, mais enfin, de là à tenir une conversation, faut pas rêver. Donc, on pointé le serveur qui vous parle en anglais, mais vraiment, parce qu'il est obligé, et toute la bande de petits jeunes qui reviennent de l'école, du lycée, etc., et qui ne se parlent qu'en gaélique. Et un jour, on avait entamé la conversation avec eux, et ils ne nous croyaient pas. Alors, on était bretons, donc on était copains, mais ils ne nous croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'il n'y avait pas, que les jeunes entre eux ne parlaient pas breton. Il dit, ben non, on ne parle pas breton, qu'il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et c'était vraiment, enfin, nous, on l'a expérimenté plusieurs fois, mais des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes même qu'Adrien. C'est-à-dire qui ont 18-20 ans, quoi, qui sont des élèves de première terminale, début de fac, et tout ce monde-là parle gaélique. Et vous allez dans les restaurants, ils vous parlent gaélique, et voilà. Et on en avait même trouvé un qui était rigolo, il n'aimait pas les Anglais. Alors il avait tâté le terrain, il ne parlait pas français, mais il parlait allemand. Donc on a parlé allemand parce qu'il ne voulait pas parler anglais. Pourquoi Blanquer, comment il a justifié sa réforme? Il ne l'a pas justifié. Il est allé où est-ce qu'il était? À Capri, je sais pas, il a rien justifié. Ne parle pas de Blanquer. Parce que Blanquer, moi, j'étais pas prof de lycée, mais Blanquer, moi, j'ai vu arriver les élèves saccagés après la réforme Blanquer, quand ils arrivaient en prépa, où on leur avait menti pendant des années en leur disant « vous êtes bons, vous êtes intelligents, vous avez 18 partout », et quand ils rentraient en classe préparatoire, ils avaient 4. Et c'était des choses abominables, terribles à vivre, d'élèves à qui il fallait expliquer que non, ils étaient bons quand même et qu'on allait les aider à ne pas avoir 4. Mais ça a été l'éducation nationale. Comment il a justifié de supprimer les enseignements de langue? Ben parce qu'ils n'en veulent pas, tiens, qu'est-ce que tu crois? Ils n'en veulent pas. On a manifesté suffisamment à l'Assemblée nationale pour le maintien des langues, etc. Mais on ne veut pas du plurilinguisme. Ça, c'est clair. C'est clair. C'était... en Corse, c'est différent, mais ils ont un statut différent. Ce qui fait qu'il y a une... Quand un de mes fils a fait une école avec un petit Corse qu'on aime beaucoup, et la maman, elle était outrée parce qu'il n'y avait pas de cours de Corse à l'école. Mais bon, voilà. Ah, voilà, Bécassine, c'est rigolo et en même temps, c'est pas si bête que ça. Mais c'est chouette le truc que tu as trouvé chez Dolto. Oui, c'est bien. Parce que Ah oui, absolument. à cette époque-là, oui, c'était des tubes digestifs, Bah oui. les enfants. Voilà, ben, je vous remercie.